Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Tesla. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, on peut le faire en rejoignant le canal Telegram, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Et j'ai vu que beaucoup de gens regardent la chaîne sans s'abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous. On commence tout de suite avec le cours de l'action Tesla, on est au plus haut depuis 10 ans. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à l'action ou est-elle surévaluée? On va regarder ça. On commence par le chiffre d'affaires. En médiane, on est sur une croissance énorme de 55%. Maintenant, c'est un peu cyclique parce qu'on voit qu'en 2019 et en 2020, on a des croissances nettement plus basses que cela. Et là, on commence à se tasser. En 2023, on a une croissance de 19%. Le groupe n'a pas fait d'acquisition sur la période, voire des investissements, mais rien de significatif. Est-ce que la croissance va revenir au niveau médian ou est-ce qu'on va rester sur une croissance un peu plus molle mais qui reste quand même honorable à ce niveau-là? Ça, il faut regarder la stratégie du groupe et ce que dit le management sur la croissance. On continue tout de suite avec les taux de marge. Alors, on n'est pas sur des taux de marge très élevés. En médiane, le taux de marge brut est à 21,5%. Maintenant, c'est l'industrie, donc et l'automobile. Alors, on va nous dire que c'est l'automobile, mais en fait c'est plutôt du software, puisqu'il y a la conduite autonome, etc. Pour l'instant, ça reste un fabricant automobile, donc les taux de marge ne peuvent pas être très élevés. On a un taux de marge brut en médiane à 21,5%, on est un peu en deçà sur les dernières publications à 18%. Donc on va voir, il faut voir si on arrive à se stabiliser à ce niveau-là. À mon avis, on arrivera, puisque quand même Tesla a une pouvoir de fixation des prix, il y a la marque, etc. Mais bon, ça reste à voir face à la concurrence chinoise, surtout, qui est très bonne dans les voitures électriques. Le taux de marge d'EBITDA est à 13,5%, un peu plus faible, au-dessus de la médiane qui est à 9, mais on est quand même redescendu d'un pic à 21,5. Donc là, pareil, on a amélioré l'efficience opérationnelle, en tout cas à partir de 2019, on a vraiment une forte hausse de l'efficience opérationnelle. Depuis, on se tasse un petit peu. Donc là-dessus, qu'est-ce que nous dit le management sur cette marge opérationnelle? Comment est-ce qu'il va réussir à bien la maintenir à ce niveau-là? À vous de voir ça dans les rapports financiers. Le taux de marge nette, lui, est en forte hausse depuis 10 ans, depuis le début de la période étudiée, parce que bon, on faisait des pertes, on a fait pas mal de pertes jusqu'à 2020, et depuis, on arrive à faire des profits. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ce taux de marge net va continuer à s'améliorer par la suite? Et ben ça, c'est pareil. Il faut regarder ce que dit le management. Est-ce qu'ils sont confiants sur la génération de bénéfices à ce niveau-là, voire à un niveau plus élevé? À vous de déterminer cela en lisant les rapports financiers. Toujours est-il que ce qu'on voit ici, c'est encourageant. On est de plus en plus profitable, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on continue avec la conversion de bénéfices nets en free cash flow. Alors là, c'est vraiment moins bien. On a un tiers des free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Donc, il y a une forte déperdition quelque part. Donc, j'imagine que c'est dans les dépenses en capital, exactement. C'est énorme. On a des dépenses en capital bien plus élevées que les prestations amortissement. Donc, on continue d'investir massivement dans l'outil industriel pour faire de la croissance, pour développer l'activité, etc. Donc ça, c'est bon pour la croissance future. Maintenant, ça tarde à se convertir en bénéfices nets. Donc, pour évaluer l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow qui représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Et il va falloir voir ce que dit le management sur les dépenses en capital. Est-ce qu'ils vont continuer à ce niveau-là? Ou est-ce qu'ils vont continuer à les augmenter, en tout cas à ce rythme-là? Ou est-ce qu'ils vont stabiliser le rythme de croissance des dépenses en capital? Ça reste à voir dans la politique d'allocation du capital. Donc, par prudence, on va utiliser plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette pour valoriser l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une rentabilité opérationnelle qui est en médiane à 0, mais on a réussi à la hisser depuis 2022 à 25%, donc ça c'est très bon, ça. On a franchi le seuil de rentabilité opérationnelle, et depuis on arrive à générer des bénéfices opérationnels. On n'est pas à un niveau d'autofinancement de la croissance encore, mais on est quand même à un niveau quand même assez intéressant. Et si on arrive à le maintenir à ce niveau-là, et avec le tassement de la croissance qui va arriver, on va pouvoir commencer à dégager du cash qu'on pourra rendre aux actionnaires. Pour l'instant, on n'y est pas du tout dans cette phase-là. Donc, on n'est pas sur une société qui est en phase de maturité. On a passé la phase de forte croissance. Maintenant, on est en phase de croissance, on va dire. Mais on n'est toujours pas en phase de maturité, hein, donc là-dessus, tout le cash qui va être dégagé va être investi dans l'entreprise et on va potentiellement utiliser de la dette pour pouvoir financer la croissance. Eh bien non, on a utilisé de la dette jusqu'à 2020
et depuis on est en trésorerie nette et ça s'améliore de plus en plus. Donc là-dessus on arrive à autofinancer la croissance sans faire trop appel aux créanciers, donc ça c'est très bon. Et donc du coup on a du cash net qu'on va pouvoir réinvestir dans l'entreprise et peut-être un jour rendre aux actionnaires. Qu'en est-il de ce retour ? Qu'en est-il du rendement de l'actionnaire ? On n'a pas de dividende, évidemment, on n'est pas du tout en phase de versement, dans la phase de croissance où on va commencer à verser les dividendes. Et par contre, les actions, voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas appel aux créanciers pour financer l'entreprise. Par contre, on fait appel aux actionnaires, ou en tout cas il y a de la dilution. Donc est-ce que c'est du financement de l'activité via les actionnaires, ou est-ce que c'est plutôt du paiement en actions ? Donc je pense que c'est plutôt du paiement en actions sur ce type de société. Qui paye ses ingénieurs en leur donnant des stock options, et donc ça naturellement ça dilue l'actionnaire. Maintenant le rythme de la dilution a diminué depuis 2022, donc on a moins en moins de paiements en actions, ou en tout cas ça représente un volume de plus en plus faible par rapport au volume existant d'actions. Donc ça c'est plutôt bon, on améliore un peu le retour à l'actionnaire. Toujours est-il que ce retour à l'actionnaire, pour l'instant, ce rendement de l'actionnaire, il est négatif sur toute la période étudiée. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire qu'une détention long terme de l'action, on fait des gains en capital, mais on ne fait pas de gains via des dividendes, des rachats d'actions ou du désendettement, donc il n'y a pas de dette. Donc on fait pas de gains avec un dividende ou des rachats d'actions. Pour l'instant, détenir Tesla, c'est miser surtout sur l'amélioration des bénéfices qui sont complètement réinvestis dans l'entreprise et une expansion des multiples, parce que la croissance a été forte, et puis maintenant à mon avis cet accroissement des multiples repose plutôt sur la rentabilité qui est arrivée pour le groupe. Comment est valorisée l'entreprise ? Donc il n'y a pas de dette, on va utiliser plutôt les price to free cash flow, parce que ils sont la price earnings représente pas vraiment les bénéfices représentent pas vraiment la profitabilité réelle de l'entreprise, et là on voit que ça pique. Donc là-dessus on est sur une société de croissance, donc finalement regarder les free cash flow sur les 12 derniers mois, ça n'a pas vraiment de sens. Moi je fais pas d'investissement en croissance, donc je regarde jamais les prévisions, mais pour cette vidéo on va regarder ce qui se passe en termes de price to free cash flow next 12 months, mais on n'a pas en fait la valeur, en fait de la prévision des free cash flow. Donc là-dessus, peut-être qu'on a une prévision des price earnings, mais là, voilà, on a les next 12 months pour les price earnings, mais on sait que ça ne représente pas la vraie profitabilité de l'entreprise. Et même si on regarde en next 12 months, on est sur du 138 en price earnings. Sur des price to free cash flow, on est sur du 400. Peut-être que sur un autre outil, il y a des prévisions de free cash flow. Mais en tout cas, ici, elle n'est pas disponible sur Coifin. Et on peut peut-être regarder en valeur entreprise sur EBITDA. Est-ce qu'il y a donc il y a une EBITDA prévisionnelle. On est donc à une valeur très élevée en médiane à 37 fois, et en next 12 months, en instantané, on est à 70, donc c'est très élevé. Conclusion du dossier Tesla. Si vous rentrez sur Tesla maintenant, vous êtes sûr de la valeur de croissance, il y a zéro marge de sécurité. Une déception sur une des publications fera que le cours va dévisser très rapidement et être peut-être divisé par 200, voire baisser de 2 tiers sans souci. Donc il vaut mieux rentrer sur Tesla avec un horizon très long terme si vous vous êtes intéressé, 15 à 20 ans à mon avis, parce que pour l'instant le retour à l'actionnaire est négatif, et on mise sur la croissance et la rentabilité qui se maintient ou qui s'améliore. Mais ça, pour pouvoir amortir le prix d'entrée, il faudra garder l'action sur le très long terme. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.